Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on va parler de Bitcoin, de altcoins. Certaines personnes se demandent pourquoi BTC monte, que les altcoins ne bougent pas, et ainsi de suite. Donc sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous êtes prêt à vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Et aujourd'hui, on vous parle de crypto, d'altcoin, de corrélation et surtout de quelque chose qui est très intéressant qui est en train d'arriver et d'avoir des actifs qui doucement sont non corrélés les uns les autres dans la sphère de la crypto. Ouais. On voit à l'heure actuelle un sujet d'actualité pour le coup que le Bitcoin est en train de monter. On a également une dominance qui est du BTC par rapport aux autres projets qui est en train de diminuer. Donc la première question c'est selon toi pourquoi Bitcoin est en train de monter de cette manière et puis après on ira voir la corrélation et ou la décorrélation avec les altcoins. Ben, pourquoi Bitcoin monte de cette manière? Premièrement, il y a énormément de liquidités et d'accumulation qui a été fait dans les niveaux de 70 à 49 000 pendant 8 mois. Est-ce que c'est en partie aussi à cause des ETF? Je pense que bien sûr, les ETF ont aussi un impact. Ironiquement, les gens pensaient que dès que les ETF allaient sortir, ça allait exploser. Mais ils ont manqué quelques points clés comme tu dois accumuler. Alors, on a vu l'accumulation aussi avec ces potentiels ETF-là. Donc, on a eu une super grosse... On a eu 8 mois d'accumulation des institutions, les ETF qui accumulaient. Donc, vraiment une magnifique accumulation. Un Bitcoin qui est de plus en plus utilisé aussi. Tu sais, on a commencé à voir les accumulations en 2020, 2021 de la part de certaines institutions un peu. Mais là, c'est plus un peu, c'est officiel, comme les institutions sont dedans. Donc, clairement, on voit aussi de plus en plus d'adoption. Et toutes ces choses-là, dont les choses classiques comme le halving et tout ça, qui le rendent déflatoire, clairement, ça aide à le monter. Donc, je pense que toutes ces choses-là ensemble poussent le Bitcoin à monter. En plus, avec ce qui se passe économiquement aussi, globalement, il y a un peu de conflit, des taux d'intérêt, la perte de confiance envers le dollar américain avec la dédollarisation un peu qui est en train de se pousser d'un côté avec le BRIC. BRICS, je pense que c'est plein d'éléments ensemble qui assistent à cette poussée-là pour le Bitcoin. Ok, parce que moi j'ai entendu dire que les élections américaines avaient fait augmenter Bitcoin d'un seul coup. Est-ce que tu penses pour le coup que les élections n'ont rien à voir avec ça ou est-ce que tu penses qu'elles rentrent quand même en compte mais que c'est que une chose parmi tant d'autres? Donc tout le monde qui pense que les élections américaines ont un rapport avec la montée de la crypto et tout ça, je vous inviterais vraiment à aller voir les derniers épisodes. Dans un des derniers épisodes, on a pris vraiment du temps avec Wassim et tout pour parler de ça et pour réaliser à quel point ça n'a aucun rapport. Il y a plus de liens avec le halving que les élections américaines. Et les gens qui s'excitent avec les élections américaines parce qu'en 2012, ça a marché, en 2016, ça a marché, en 2020, ça a marché, en 2024, ça a marché. C'est pas les élections américaines, c'est qu'il y avait le halving la même année. Et le halving a pas mal plus d'impact que les élections américaines. Et puis les gens qui disent oui, mais les élections américaines étaient bien après le halving, ben à moins que tu n'as rien compris du marché, il faut un temps d'accumulation. Donc, comme par hasard, on a eu un gros plein de mois d'accumulation après le halving. Puis après, tu as les élections américaines qui fait juste mettre une goutte d'eau dans le vase puis donner une excuse pour que les gens comprennent quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. Mais je vous invite vraiment à aller voir justement l'épisode qu'on a fait il y a quelques épisodes cela avec Wassim par rapport à ce sujet. Good. On n'a pas de Bitcoin, maintenant passons à altcoin. Oui, altcoin. Quelle est ta question? On a vu BTC qui montait. On a vu pour autant des altcoins qui ont monté, d'autres qui n'ont pas monté, certains qui étaient censés potentiellement monter mais qui ne l'ont pas fait. Et parfois même des projets qui sont censés être corrélés baissent décorrélés. Ouais. Donc je pense que beaucoup de personnes sont perdues là-dessus. Passons déjà avant la décorrélation, sur pourquoi certains projets montent et d'autres ne montent pas, et pourquoi est-ce que BTC vient prendre pour le coup ce relais ici le plus important. Ouais, déjà ça, la première chose, c'est de comprendre, et puis je l'avais expliqué, je pense, dans les lives, et je l'ai expliqué même, je pense, dans un podcast à un moment. On va toujours aller, quand je dis on, je parle
smart money et big money, comme parlait Gory. Ce qui est super important à réaliser, c'est qu'on va toujours aller où le risque est le moins élevé par rapport au retour. Non pas le retour brut, le risque par rapport au retour. Donc, si présentement, je te dis, hey, tu peux faire 7% annuel avec des bons de la trésorerie du Venezuela. Ou je te dis, tu peux faire 5% annuel avec des bons de la trésorerie américaine. Qu'est-ce que tu vas choisir? 7% dans des bons de la trésorerie du Venezuela ou 5% dans des bons américains? Gory. Je laisse l'honneur à JP. Je laisse l'honneur à Mathieu. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut perdre du temps? Je laisse Donc, l'honneur à Samuel. Qu'est-ce que tu fais, toi? Normalement, tu vas acheter des bons de la trésorerie américaine. Eh oui. Parce que tu te dis, attends, 5% avec presque un très bas risque ou 7%, 2% de plus avec un risque de malade mental. Donc, naturellement, tu vas venir mettre de l'argent dans les bons de la trésorerie américaine. Donc, maintenant, pour attirer des investisseurs, les bons de trésorerie vénézuélienne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir donner 40%. Et là, tu dis, il y en a un, c'est 5%, l'autre, c'est 40%. Pourquoi c'est censé me donner plus de rendement? C'est censé je dis bien censé. C'est censé me donner plus de rendement pour m'attirer. Si je te dis maintenant, hey, JP, fais 10 push-ups pour $5, va être OK. Si je te dis, hey, JP, fais 10 push-ups pour... si je te dis, hey, JP, fais 1000 push-ups pour $5, il va être comme, fuck off, là. Je vais pas faire 1000 push-ups pour... Je vais pas prendre ce temps, ce risque, cet effort. Littéralement, ce risque, parce que 1000 push-ups, tu sais pas, là, il peut commencer à être fatigué puis vraiment se faire mal ou se blesser avec une quantité aussi grande de push-ups rapidement. Mais maintenant, si je dis à JP, je vais te donner 100 000 $, qu'est-ce que je fais? Vu qu'il y a plus de risques d'effort et de chances qu'il n'y arrive pas, j'augmente ce que je viens lui donner pour l'inciter à prendre ce risque. Et souvent, les gens comprennent mal le risque. Qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que je te donne cet incentive. Tiens, prends plus de risques. Et les gens, souvent, ils vont se dire plus de risques égale plus de retour, mais c'est complètement faux. Plus de risques égale plus de risques. Si plus de risques était égal à plus de retour, alors ça serait plus du risque. Parce que si plus de risques était toujours égal à plus de retour, ça serait plus du risque. Tout le monde le ferait. So, ce que tu veux vraiment faire, c'est venir calculer justement ce risque par rapport à ce retour. Maintenant, disons que le dollar américain, il y a plein de gens qui ont acheté des bons de la trésorerie et là, ça passe à 2% maintenant. Hein? Là, je te donne 2%. Là, tu es comme, attends. Là, tu me donnes 2% au lieu de 5%, mais le risque a aussi augmenté. Parce qu'il y a eu plus d'investisseurs, le prix des obligations a augmenté, on va dire toutes sortes de choses à changer. Puis là, tu regardes le prix, tu es comme, wow, par rapport au prix à ce que j'achète et tout, le risque maintenant a augmenté parce que le prix est plus haut et la première gestion du risque, c'est le prix. Et en plus, on me donne juste 2%. Et là, tout d'un coup, j'ai une obligation, c'est peut-être pas une obligation du Venezuela, c'est une obligation d'un autre pays, qui me donne 20%. Mais là, maintenant, quand tu calcules, là, ton risque au début sur ton obligation américaine, c'était 1 pour 3, disons. Je parle pas de RR, je vais juste mettre des chiffres de nulle part, là. 1 pour 3. Hein? Ton risque du Venezuela, c'était je gagne 5, mais mon risque était 7. Parce qu'il y a plein de chances que ça passe pas. Mais là, tout d'un coup, avec le 2% et tout, tu réalises que maintenant, finalement, ton obligation américaine, son risque, c'est 1 pour 2. Parce que maintenant qu'il me donne 2% et que le prix a augmenté, c'est comme 1 sur 2 sur une échelle de 1 à 10. Je fais OK. Alors que de l'autre côté, maintenant, j'ai une obligation qui me donne 15% et mon risque, c'est 1 pour 3. Donc, mon risque est de 1, mais mon potentiel retour est de 3. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si potentiellement, il y a plus de chances que ça soit moins sécuritaire, à cause que cette obligation, les gens ne la regardent pas et ne l'achètent pas, elle devient plus sécuritaire que l'obligation américaine. So, si on prend cette image et on l'amène vers la crypto, en gros, la crypto, le Bitcoin, c'est un peu comme l'obligation américaine. Ça semble sécuritaire. Donc, quand le prix est très bas, comme à du 15, 18 000, 20 000 qu'on a vu, tu te poses aucune question. Tu te dis, là, je peux prendre le truc le plus sécuritaire dans la crypto et faire 700, 800, 1000%. Tu vas rentrer dedans. On s'en fout de tout le reste qui peut t'amener 2 3 000%. Parce que les trucs qui peuvent t'amener 2 3 000% sont beaucoup plus risqués. Alors que tu peux prendre un truc qui est vraiment moins risqué et aller faire 800 à 1000%. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tu vas aller vers Bitcoin.
Mais quand le prix de Bitcoin explose et que les autres actifs solides autour, il y a un désintérêt parce que les gros investisseurs sont intéressés par Bitcoin parce que le prix est bas par rapport au risque. Alors, ils mettent plein d'argent dessus, ce qui fait monter le prix. Là, tout d'un coup, le prix monte et tu as un gros désintérêt. Alors, tu as des gros projets autour de Bitcoin que eux, ils n'ont pas bougé. Même peut-être, ils ont un peu continué à descendre où il n'y a aucun intérêt. Mais maintenant que le prix de BTC est passé de 20 000 à 80 000, disons, et tu as d'autres projets qu'ils ont bougé de 5 $ à 7 $, tout d'un coup, ces projets-là deviennent moins risqués de BTC. Parce que le prix est tellement bas que là, le rapport risque-retour devient extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du capital de BTC parce que j'ai passé de 20 000 à 80 000 et je vais répartir ce capital dans maintenant ces 3-4 gros projets qui, pour une raison, à cause du désintérêt, n'ont pas bougé et qui me donnent maintenant, eux aussi, à leur tour, un retour de 800 000 % avec un risque même potentiellement moins bas que BTC. Pourquoi moins bas que BTC? Parce que c'est des gros projets, mais ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils sont encore... vous l'avez vu des fois, BTC explose puis ils ne bougent pas. Maintenant, le risque de ces projets-là a diminué parce que leur prix n'a pas bougé, alors que le risque de BTC a augmenté parce que son prix a augmenté. Et la première gestion du risque, c'est le prix. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer l'argent vers là. Et c'est ça qui crée les cycles du marché, en fait. C'est que les gros investisseurs, les gens qui ont de l'argent, ils vont peser le risque pour le retour. Donc, au début, risque-retour BTC, quoi. Mais quand le prix de BTC explose, risque-retour Ethereum, Solana, Chainlink, etc., etc. Et de fil en aiguille, je vais me sortir de BTC pour aller vers ce qu'on appelle le alt season. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le prix de BTC? Le prix de BTC va commencer à descendre un petit peu, se stabiliser ou se stabiliser parce que l'argent va vers ailleurs. Mais tous ces prix-là vont exploser doucement vers la hausse. Les large cap, les medium cap. Puis après, j'arrive sur des small cap et tout ça qui sont vraiment trop risqués pour le retour. Mais le temps que j'arrive vers ces small cap-là, les autres projets ont explosé. Maintenant que les autres prix ont explosé, si je compare les autres prix par rapport à BTC, BTC redevient la chose la plus sécuritaire pour mon retour. Je renvoie mon argent vers BTC. Et comme vous comprenez, ça c'est autant vrai pour la crypto que pour les stocks et pour n'importe quoi. Tu peux pas y aller à l'infini comme ça parce que veux pas à un certain point, tout est overpriced. Ouais. Et ça, c'est ce qui crée les cycles du marché, autant dans la crypto qu'ailleurs. Et quand les gens parlent de alt season, en fait, c'est vraiment ça qui se passe. C'est l'argent qui se transfère d'un endroit moins risqué, d'un endroit qui devient plus risqué, à un endroit moins risqué qui, justement, devient plus risqué à cause que le prix augmente. Et ça fait des cycles comme ça. C'est très bon hein, ce que tu partages là, parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes, surtout dans le moment dans lequel on est avec la crypto, à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Maintenant, je me dis également... Est-ce que toi, tu vois des éléments déclencheurs, des facteurs déclencheurs qui te font te dire « Ok, là, hormis l'évaluation du prix et la variation du prix, est-ce que toi, tu vois d'autres éléments déclencheurs qui pourraient te dire « Ok, on passe d'une saison BTC à une saison altcoin ». Est-ce que tu as des indicateurs ou des facteurs que tu voudrais partager pour que les gens puissent être au courant de ça? Honnêtement, déjà, je sais que tu as dit à part le prix, oui, c'est pour ça. Mais le premier plus gros indicateur, c'est le prix. Je sais. Et ensuite, le prix par rapport aux autres actifs. Mais ensuite, tu peux aussi voir le capital qui commence à augmenter. Souvent, tu vas commencer à voir sur des données on-chain beaucoup d'argent qui se fait transformer tout d'un coup dans des gros layer 1 de l'Ethereum, du Solana et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils les sortent des échanges vers les wallets et ensuite, une fois que tu as de l'Ethereum, du Solana, etc., tu peux le swap vers n'importe quel autre projet. Donc souvent, on va voir tout d'un coup des grosses quantités d'Ethereum, de Solana, des gros layer 1 se faire acheter et se faire transférer vers les wallets. Pourquoi vers les wallets? Parce que d'habitude, les gens achètent sur les échanges et vont vers les wallets. Et une fois qu'ils sont sur les wallets, ils swapent pour d'autres choses en suivant ces cycles-là. Okay. Donc ça peut être aussi un indicateur. Mais le meilleur indicateur reste toujours comprendre le marché puis le prix, quoi. Le meilleur indicateur, c'est le prix. Je peux acheter un truc de mauvaise qualité, mais malgré ça, si c'est mauvaise qualité, ça vaut 50 sous sur le marché et que je l'ai à 1 sou, c'est un magnifique deal. Même si c'est un petit truc chinois qui se brise en 2 secondes, là. J'ai dit chinois parce qu'ils font plein de... C'est pas... un chasseur si bizarre comme ça, là, mais tu sais... Il y a des... Voilà, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire.
Je pense que tu avais une question. Ou... Ouais, on disait qu'il y avait pas mal de projets qui étaient corrélés les uns avec les autres. Mhm. Et on s'est également rendu compte qu'il y avait des décorrélations qui arrivaient sur le marché qu'on n'avait pas vues auparavant et qui, pendant ce cycle-là, en tout cas, arrivent. Je voulais avoir ton ressenti, ton avis par rapport à ça. Ouais. Mais ce que tu veux faire, c'est aller chercher ce qu'on dit un edge, hein, un avantage compétitif. Warren Buffett, il en parle souvent. Quand tu regardes son portfolio, il a 9 projets, 9 compagnies, c'est 92% de son portfolio. Le gars, il est concentré là. 9 compagnies, 92% de son portfolio. Et là, c'est que des stocks. Et tu vas te dire, mais pourquoi il a que des stocks? Mais il n'a pas vraiment que des stocks parce qu'il a des stocks il a littéralement une compagnie que je ne savais même pas, mais cette compagnie, leur compagnie, c'est dans des bons, dans la création de bons pour des corporations et des gouvernements. So, le gars, il est exposé aux bons à travers une compagnie parce qu'il sait que sa force, c'est pas nécessairement évaluer les bons, c'est évaluer la compagnie. Mais cette compagnie-là, leurs revenus principaux, c'est les bons. Il a une autre compagnie qui est dans la médecine. Il a pas nécessairement de l'or et du pétrole, mais il a des compagnies qui sont reliées aux mines et il a des compagnies de pétrole. Donc, leurs revenus viennent de ça. Mais il ne va pas aller dans ces commodités-là pour investir. Il sait que ce n'est pas sa force, mais il sait qu'il doit diversifier pour que ça soit non corrélé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans des compagnies, parce qu'il sait évaluer une compagnie, qui, eux, leur revenu provient principalement de ça. Ça diversifie automatiquement son portfolio, mais il est quand même concentré dans des stocks. Et c'est brillant quand tu y penses. Dans la crypto, présentement, tu pouvais pas encore faire ça parce que il n'y avait pas encore assez d'argent, assez de projets. Mais la crypto, c'est énorme. Bientôt, dire crypto, ça va quand même être dire stock. Même plus que ça. Dire crypto, ça va être comme dire investissement ou finance. Il y a 1 million, même beaucoup plus qu'1 million de possibilités. Alors, avec la crypto, plus ça va se développer et plus il va y avoir de l'argent, plus il va commencer à avoir des secteurs entre eux qui vont plus être corrélés à BTC, qui vont plus être corrélés, qui vont être inversement corrélés. Et ça va être magnifique. Et on a déjà pu commencer à le voir avec la DeFi et particulièrement avec AAVE. Pendant que tout corrigeait, même BTC, AAVE a pris 120%. Avant les élections américaines, quand tout était en train de corriger, tout. AAVE a pris 120%. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des actifs non corrélés. Et le meilleur truc que tu peux avoir dans un portfolio, c'est des actifs solides non corrélés. Tu te ramasses avec 6 à 8 actifs solides non corrélés, ou pour ceux qui sont plus agressifs, 10 à 15, mais là, t'es mieux de bien gérer tes choses, mais environ 10 actifs non corrélés. Mais c'est un truc de malade ce qui se passe avec ton portfolio. Comme Roman avait dit dernièrement, là, parce qu'on avait parlé du portfolio ici, JP. Puis Roman, il a demandé, il a dit, mais c'est fou, tous les projets crypto sont en train de descendre, la majorité, mais notre portfolio continue à monter. Parce qu'on l'a constitué de façon qui soit non corrélée. Il y a certains actifs qui descendent, mais les autres explosent beaucoup plus que ceux qui descendent. Et c'est ça la magie, en fait. C'est qu'en général, ton portfolio continue à monter parce que tu as différents éléments non corrélés. Et AAVE, pour revenir dessus, pourquoi il a explosé? AAVE, c'est une plateforme de prêt. Les gens, ils vont sur la plateforme pour emprunter de l'argent. Donc, tu mets ta crypto en gage et tu reçois un pourcentage, 50, 60%, etc. Puis, tu mets ta crypto en gage. On en a déjà parlé, c'est des prêts-emprunts crypto. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les prix étaient bas? Les gros whales, les gens qui ont de l'argent, pas la majorité des adresses, c'était quelques adresses, mais qui sont arrivés avec des milliards. Ils sont arrivés sur AAVE et ils ont mis de l'Ethereum, ils ont mis des milliards en garantie pour recevoir 50, 60, 65%. Disons, tu arrives avec 10 BTC qui vaut 500 000 $, tu reçois 250, 300 000 en USDC que tu peux aller utiliser, puis ça, tu l'as mis en garantie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gros investisseurs sont allés sur AAVE, ils ont emprunté plein d'argent avec la crypto qu'ils avaient déjà parce que le prix était bas. Maintenant, par exemple, tu avais 100 Ethereum, tu vas dessus, ils te donnent l'équivalent de 50 Ethereum, mais en USDC. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils vont racheter de l'Ethereum. Là, finalement, tu avais 100 Ethereum, ils te donnent de l'argent, tu vas racheter. Là, tu as 150 Ethereum. Pourquoi AAVE a explosé? Parce qu'ils ont eu une entrée phénoménale d'argent pour faire des prêts. Ils ont fait plein de prêts parce que les prix étaient bas. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait vu que les prix étaient bas? Leur sécurité était haute. Pas beaucoup de chances de te faire liquider ton prêt parce que les prix sont bas. Et beaucoup de chances de venir justement accumuler encore plus. Et quand le prix explose,
rembourser seulement avec une petite partie de ce que tu as emprunté. Parce que si je t'ai emprunté 50 Ethereum et le prix il triple, ben ou le prix fait x5, ben je te redonne 10 Ethereum et puis voilà. Et le 40, je vais me mettre 40 Ethereum dans mes poches plus le 100 qui était déjà en gage. Et là, finalement, je finis avec 140 Ethereum alors que la base, j'en avais 100. Alors pourquoi AVE a explosé? Tout cet argent est rentré, tous ces prêts se sont faits. Et ça, c'est un principe d'investissement non corrélé. Quand tout descendait, AVE montait parce qu'il y avait plein d'argent qui rentrait dedans pour que les gens puissent, les gros investisseurs puissent avoir plus de crédit crypto pour aller acheter plus de crypto. Voilà. Ça, c'était un exemple parfait de corrélation inverse qui va être de plus en plus Morale de l'histoire, Samuel, il s'est fait 140 Ethereum. Alors, on a vu un peu la même chose avec Solana. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire? Décorrélation, tout crash, Solana continue à monter. Ouais, ben ça, c'est différent. C'est juste que Solana, présentement, il y a beaucoup de hype dessus, puis le réseau a dépassé le nombre d'utilisations d'Ethereum et tout. Ouais. Donc, il est vraiment en pleine croissance. Donc, je pense pas que c'est nécessairement une décorrélation, c'est juste qu'il est en train de surperformer ses compétiteurs actuellement. Ça fait du sens. Sous-performé, t'as dit? Surperformer. Ah, ouais. Ce qui est bon ou pas. Pourquoi? Ben parce que est-ce qu'il est vraiment en train de est-ce que son prix représente vraiment le fait qu'il est surperforme ou justement est-ce que oui, il est surperforme, mais les gens sont excités donc ils mettent plus d'argent que ce que ça surperforme vraiment. Donc là, il y a deux choix. Soit le prix est juste parce qu'il surperforme, soit les gens ont mis trop d'argent parce qu'ils sont excités qu'il surperforme. Et même s'il surperforme, le prix est au-delà de Qu'est-ce qu'il vaut vraiment? cette surperformation, donc ça vaut pas ça. Ouais. Faut juste se rappeler que Solana était à 20 balles il y a quelques mois encore. Quoi. Ouais, on en a parlé dans les lives et dans l'académie. Alex, il m'a écrit mon Dieu, je réécoutais une vidéo dans l'académie quand tu étais en train de parler de Solana à 15-18$ et qu'on regardait pour accumuler. Ça, c'était il y a un an et quelques. Ouais. Mais ça, c'était une des meilleures choses. Crise de FTX. Moi, je l'ai dit sur un live, on l'a dit dans les podcasts, on l'a répété. On a dit que Solana, ça n'a rien à voir avec FTX. FTX avait plein de Solana. FTX ont fait extrêmement mal à Solana. Mais Solana n'est pas relié à FTX et Solana est un bon et très beau projet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de peur reliée à Solana avec FTX et ça a descendu à quoi? 8 balles. Puis qu'après, quand il a remonté, qu'il a brisé la structure et qu'il a retravaillé dans les 15-18, on a quand même, c'est bon, c'est reparti. Parce que Solana était resté un excellent projet. Pendant le bull run, ils ont continué à travailler, faire des belles choses. Ils n'avaient aucun rapport avec FTX. Ça a juste été du dommage collatéral. All right. So, guys, partagez le podcast en grand nombre. Puis si vous n'avez toujours pas téléchargé l'application, ben, elle est gratuite dans la App Store, Google Store, Learn and Earn Academy. Let's go! Hey!